Maintenant, alors maintenant nous en arrivons vraiment à l'idée de acosmie. Que se passe-t-il quand la révolution scientifique, à partir de ce que les anciens appelaient cosmos ou mundus, à partir de cela, on va faire un univers objectif, c'est-à-dire séparé de notre être, l'être du sujet humain, un univers objectif existant en soi, indépendamment de notre existence, en principe. En principe. Donc, ça veut dire que l'Umgebung va être déconnecté de notre être. L'univers déconnecté de notre être, l'environnement, le donné déconnecté de notre être, ça produit une décosmisation. Décosmisation. Et cette décosmisation va entraîner l'acosmie dont je parlais tout à l'heure, et à l'intérieur de l'acosmie va entraîner l'anomie dont parlait Durkheim. Dans ce même processus de décosmisation moderne. Pourquoi est-ce que les valeurs n'ont plus de fondement dans cette décosmisation ? Eh bien, parce que, en principe, pour fonder quelque chose ne peut se fonder que dans un certain rapport à autre chose. Et ça a été prouvé mathématiquement et logiquement par Gödel dans les années 30, dont je vous résume l'idée. On ne peut construire de proposition P. On ne peut construire de proposition P énonçant la consistance d'un système S tel que P appartienne elle-même à S. Donc, si P appartient à S, si P est inclus dans S, on ne peut prouver la consistance, c'est-à-dire prouver que ça marche, que ça tient. Pour prouver la consistance de P, on doit avoir un repère à l'extérieur de S. Ça, c'est le principe. Or, du temps du cosmos, du temps de la cosmicité traditionnelle, les valeurs humaines étaient liées à l'ordre naturel, à l'ordre cosmique. Elles avaient donc des raisons valables d'être ce qu'elles étaient. Mais à partir du moment où le lien est coupé par la décosmisation, eh bien, vous ne pouvez plus les fonder. Vous voyez, Platon nous dit que c'est le monde lui-même qui est très beau, très grand, très bon et très parfait. Mais désormais, où fonder le bien ? Où fonder le beau ? Où fonder le juste ? Le vrai ? On ne peut pas le fonder sur soi-même. Autrement dit, vous ne pouvez pas fonder l'esthétique sur l'esthétique. Vous ne pouvez pas fonder le signe sur le signe, ce que fait néanmoins le métabasisme dont je parlais tout à l'heure. De mon point de vue, ça ne tient pas debout. C'est le cas de le dire, parce qu'il n'y a pas de base, etc. Donc, question, où fonder désormais les valeurs humaines ? Cette acosmie, je vais vous en donner quelques exemples, parce que ça n'est pas le sujet vraiment aujourd'hui. Le sujet, c'est peut-on sortir de là, dépasser cela ? Dans le monde actuel, produit par 3 siècles et demi, 4 siècles de modernité, l'objectivation
ou même plutôt, c'est plus fort, l'objectification de notre environnement, qui devient un environnement objet et non plus un milieu engageant notre être. Bien entendu, ça a des tas de bons côtés, il ne s'agit pas de l'oublier, mais ontologiquement, ça produit, enfin, ce qui est résumé par le terme de dualisme, cette déconnexion entre notre être de sujet subjectif et l'objet qui se met objectivement et autant que possible à fonctionner de lui-même, objectivement. C'est-à-dire à tourner indépendamment de notre existence. J'ai un exemple que j'ai souvent cité parce qu'il est très facile à comprendre. On développe objectivement des systèmes. Par exemple, le système automobile. Et objectivement, pour que ça tourne, eh bien, ça entraîne certains aménagements. Donc l'exemple que vous connaissez, c'était celui de Paris au temps de Georges Pompidou, quand le président de la République a énoncé « il faut adapter Paris à l'automobile ». C'est-à-dire il faut adapter la demeure humaine à un système mécanique. Ça, c'est logique, c'est objectif, mais c'est tout à fait acosmique. Acosmique parce que devient l'existence humaine? Bon, vous savez que par la suite, ça a été rattrapé et que finalement, on en a envisagé de rendre, par exemple, les quais de la Seine à la promenade plutôt qu'à la circulation des automobiles. Ça veut dire qu'on peut rattraper. On peut rattraper, pas toujours. Parce que ces systèmes-là, ils ont, et là je cite un mot que Hegel avait employé à propos de l'argent. Et de l'argent, d'ailleurs on pourrait reprendre ce mot à propos des crises financières des dernières années, mais je ne l'ai pas encore vu citer à ce propos. La citation est la suivante, je l'écris au tableau parce que c'est de l'allemand. C'est la vie vivante en elle-même de ce qui est mort. Die sich in sich. Ou ce même attendez. Quel est le genre de Leben? Je crois que c'est un neutre, pas un féminin. C'est sich in sich. Bewegendes Leben. Bon, alors, la vie se mouvant d'elle-même en elle-même, mais la vie de ce qui est mort, du mort. En l'occurrence, c'est l'argent qui est mort, mais il se meut de lui-même. Donc, on peut très bien l'appliquer au système financier aujourd'hui et voir que dans ses effets, ça détruit les vies humaines. Pas au sens où on leur coupe la tête aux gens, mais où on les prive de leur travail, etc. etc. Bon. On peut le prendre dans ce sens-là. Et c'est le sens général d'un monde découplé de l'existence humaine. Donc, recosmiser cela, ça veut dire recoupler l'existence. Ce que j'ai appelé tout à l'heure décosmisation, Heidegger l'appelle démondanisation. C'est Entweltlichung, qui a été traduit par privation de monde. Je préfère décosmisation parce que ça prête moins à ambiguïté. Donc cette privation de monde, un jeune philosophe français qui s'appelle Fischbach a écrit un livre intitulé justement La privation de monde.
Je vous donnerai les références, je n'ai pas le temps de les écrire toutes, mais vous aurez le texte complet par la suite. J'en cite un passage de ce livre intitulé « La privation de monde ». Pour Fischbach, c'est l'état normal du sujet moderne. C'est-à-dire le sujet moderne, en tant que tel, est privé de monde. D'ailleurs, c'est énoncé à la lettre par Descartes, comme dans le sens où il disait que le cogito existe, il n'a besoin d'aucun lieu pour être. Ça équivaut à la même idée. Donc, je cite Fischbach. « Je prétends que le sujet est en réalité fait pour être pensé séparément du monde. Donc que la séparation du sujet à l'égard du monde n'est pas un état pathologique du sujet dont il faudrait le sortir ou le guérir, que l'absence de monde n'est pas un accident qui arriverait malencontreusement au sujet, mais que c'est son état normal. La privation de monde est constitutive du sujet. Notre problème aujourd'hui n'est pas que le sujet soit nié, mais qu'au contraire, il soit amené à devoir s'affirmer dans des proportions extravagantes. » Pour une raison tout à fait logique, je vous rappelle que le mot « sujet », pour le logicien, c'est ce dont il s'agit, dans le sujet logique, à propos duquel on énonce des prédicats à propos du sujet. Mais ce dont il s'agit, pour le physicien, ça s'appelle l'objet. Donc faites bien attention, les mots sujet et objet, dans cette perspective, c'est la même chose. Le sujet et l'objet. Donc l'objet dont s'occupe le physicien, c'est un sujet logique, c'est ce dont il s'agit. Mais ce sujet-là, le dualisme établit entre ce sujet-là, c'est-à-dire l'objet, et mon existence de cogito, de sujet humain, un fossé infranchissable qu'on appelle le dualisme. Donc vous avez deux sujets, au sens logique du terme, deux sujets qui sont indépendants l'un de l'autre et même idéalement absolutisés l'un et l'autre, mais totalement indépendants l'un de l'autre. Ça, c'est l'idéal de la science moderne, d'arriver à saisir le sujet absolu. C'est un idéal qui en soi est absurde, parce que pour le saisir, il faut établir un lien, mais en principe, donc, le sujet est pur. Il est vierge de tout lien avec mon existence. Et moi, en tant que cogito, je m'auto-institue. Donc, je m'absolutise également. Et désormais, les liens qu'il peut y avoir entre le cogito, moi, je, et le monde extérieur, relèvent de l'arbitraire. C'est comme je le veux, comme je le choisis. Et quant à l'objet, c'est-à-dire le sujet logique, de quoi relève-t-il ? Il relève de la nécessité mécanique ou du hasard. Le hasard est la nécessité. Alors que le lien entre les deux, le lien existentiel entre les deux, est placé sous le signe de la contingence. Contingence. C'est la contingence de l'histoire et la contingence du milieu. On peut dire en ce sens que la décosmisation moderne est une fin de l'histoire remplacée par la mécanique et la fin du milieu remplacée par, ce que j'appelais tout à l'heure, l'environnement en soi. L'architecture nous en donne des exemples sensibles. C'est très schématique et caricatural ce que je vais dire, mais prenez une barre, un parallélépipède parfait. Vous pouvez trouver exactement le même parallélépipède n'importe où sur la planète, ce qui veut dire que cette forme idéale est coupée de tout milieu et de toute histoire. Et un architecte, c'est le plus flamboyant architecte de la modernité, du mouvement moderne en architecture, comme Le Corbusier. Un exemple que j'ai souvent pris, celui de ce que Le Corbusier voulait édifier à la place de la gare d'Orsay,
à la place de laquelle il y a aujourd'hui le musée d'Orsay qui a respecté le bâtiment existant. Il voulait faire une barre, une grande barre. Et à peu près vers la même époque, Le Corbusier, pour le futur Alger, établit un plan où on voyait à peu près la même barre sur les hauteurs d'Alger. Donc entre Paris et Alger, il y a au moins à peu près 1500 km. C'est pas du tout le même climat, c'est pas du tout la même culture, mais la barre est inchangée, c'est la même. C'est une métaphore de l'ego du cogito moderne, qui est hors lieu, hors de tout lieu. Bon, c'est ce que dans ce séminaire j'ai appelé, et vous vous en souvenez sans doute, j'appelle le TOM, c'est-à-dire le topos ontologique moderne. Topos ontologique moderne. C'est des initiales utiles parce que TOM, ça veut dire couper en terminé. Donc, dans la perspective de la modernité, le TOM, le sujet moderne, c'est le cogito, le mot existence a pris un sens tout à fait particulier. Vous savez que la philosophie du XXe siècle, en particulier chez Heidegger, a mis en valeur le fait que étymologiquement le mot existence, exister, vous avez l'élément ex qui veut dire sortir d'eux, et sistance ou sisteres, se tenir. Donc se tenir hors d'eux. Et chez Heidegger, c'est se tenir hors de soi vers le monde. Hors de soi vers le monde. Donc cette existence vers le monde. Et cette philosophie, il l'a développée contre le cogito. Mais le Tom, lui, son existence, c'est existence dans l'autre sens, c'est-à-dire sortir du milieu pour se poser en soi-même. Vous voyez? Et en réalité, du point de vue de la mésologie, dans l'existence, vous avez les deux sens. C'est un va-et-vient, ce que j'appelle la trajection. Un va-et-vient. Parce que c'est cette ambivalence de l'existence humaine. Bien. Mais dans la perspective du tome, c'est uniquement un sortir de, un hors de. Ce que je vous propose, quand vous aurez un moment sur la plage cet été, vous sortez nos passants, pas l'édition de la Pléiade parce que ça serait abîmé par le sable, où vous avez un texte, c'est-à-dire en deux états, le hors-là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu le hors-là? Alors le hors-là, ça s'écrit comme ça. Le hors-là, c'est un fou, c'est l'histoire d'un type qui devient fou. Il voit les choses familières de sa vie qui se mettent à exister sans lui. Donc, il imagine qu'un être, qu'il appelle hors-là, veut prendre sa place. Donc, il y a bien son monde est là, sa chaise, son livre et tout, mais le livre, les pages du livre se tournent toutes seules, la fenêtre s'ouvre toute seule. C'est-à-dire, il y a bien tout son monde, mais lui, il n'est plus là. Il y a le là, mais lui, il est hors de son là. Bon. Eh bien, le tome, dans un sens, on peut dire qu'il est hors là, parce qu'il existe simplement en sortant de son là, le là du Dasein. Il n'est plus dans son monde lui échappe, le monde tourne tout seul, et ça rejoint l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, de ces systèmes de notre monde, cet appareil avec un grand A, cet appareil qui tourne tout seul, parce que sa logique propre exige qu'il tourne selon certaines règles objectives qui sont indépendantes de notre existence. Il y a un côté hors là dans ce rapport aux choses.
Oui, alors je vous en donne très rapidement quelques exemples. La fin de la composition urbaine, c'est-à-dire les villes d'autrefois qui se tenaient dans ce qu'on appelle la composition urbaine. Aujourd'hui, vous voyez des exemples d'architecture sans rapport avec ce milieu. C'est la décomposition urbaine. Si vous comparez Paris et Londres, Paris se tient encore pas mal, et Londres, alors là, ça y est, c'est fini, c'est vraiment la décomposition urbaine. L'exaltation de la rupture, comme dans les petits papiers surréalistes, dont le contraire, ce serait de maintenir l'harmonie dans le changement. Et à cet égard, je vous propose de comparer, je ne vais pas insister aujourd'hui, je n'ai pas le temps, les petits papiers surréalistes, où il s'agit de faire se heurter de manière absurde et pouvant être éventuellement illuminant, mais en tout cas absurde, des points de vue sans rapport les uns avec les autres, parce que vous cachez ce qui précède, et puis comme ça, il surgit des images sans rapport avec ce qui précède. Le comparer avec ce que la tradition poétique japonaise appelle le renga, c'est-à-dire les poèmes en chaîne. Donc, apparemment, c'est le même principe, sauf que, c'est-à-dire vous réunissez plusieurs personnes et vous faites un poème qui se suit, sauf que là, vous ne cachez pas ce qui précède. Donc, chacun va embrayer sa propre vision à celle qui précède. Donc, vous avez une succession de points de vue qui s'embrayent les uns aux autres. Donc, ça, c'est un poème en chaîne. La trajection, le processus de la chaîne trajective, c'est un poème en chaîne. L'uniformisation dans la mondialisation. Ça aussi, c'est un... Je saute. Je n'ai pas le temps de vous trouverez ça dans le texte dans les jours qui viennent. Juste un exemple. Le rêve du clonage. Le rêve du clonage, c'est le rêve de se multiplier soi-même sans soi-même à partir de soi-même. Il n'y a plus besoin d'autres, plus besoin d'autrui, plus besoin de partenaires. Hein. C'est moi qui me clone. Voilà, ça c'est l'idéal du Tom. Mais ça c'est encore un idéal qui va multiplier au moins matériellement des images de moi-même. Mais le mieux, c'est m'éterniser moi-même. Et vous avez des programmes dont l'un porte magnifiquement les initiales SENS. Alors, SENS, S-E-N-S, c'est les initiales du programme Strategies for Engineered Negligible Senescence. Stratégie pour, en somme, l'immortalité. C'est un généticien de Cambridge, un biologiste de Cambridge, Aubrey de Grey, qui nous dit « Les deux instincts les plus fondamentaux de tous les êtres vivants sont la survie et la transmission de leur ADN. » Mais évidemment, la survie, c'est mieux, parce que je ne veux pas partager mon ADN, même si c'est des enfants. Je veux garder tout mon ADN pour moi. Donc l'idéal, c'est vraiment l'immortalité. Et pour cela, avec son épouse Adeline, ils ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Ils parient sur la technique, plutôt sur la reproduction. Enfin, ça, c'est des exemples. Je n'insiste pas davantage là-dessus.